Bonsoir, et à côté de moi, effectivement, vous pouvez voir la carte de la Nouvelle-Calédonie, un bulletin météo que nous avons récupéré sur le site de Météo France qui nous annonce une vigilance jaune, forte pluie pour le nord et les îles Bélep. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sur votre bulletin météo, mais bien dans votre émission Bienvenue dans la bande. Le 22 février dernier, la Nouvelle-Calédonie a été déclarée en état d'épidémie de dengue. La dengue n'est pas la seule menace pour le pays. La leptospirose est aussi un danger pour nos populations. Et ce soir, vous allez voir pourquoi. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Bienvenue dans la bande. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, le monsieur leptospirose du pays. Il s'appelle monsieur Cyril Goiran. Bonsoir Cyril et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bonsoir à tous. J'ai également le plaisir d'accueillir Stéphanie Marlier, notre chroniqueuse spécialiste du web. Bonsoir, bonsoir Stéphanie. Bonsoir Aurélie, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous allons parler de dengue et pourquoi le nombre de cas de dengue, de leptospirose, je me reprends, le nombre de leptospirose surnommée la maladie des rats est en nette progression au pays. Elle sévit tout au long de l'année avec des poussées épidémiques pendant les mois chauds et pluvieux. Voici le sommaire. Au menu de ce soir, la leptospirose, comment l'attrape-t-on et comment est-elle examinée dans nos laboratoires? Reportage ce soir. La leptospirose est une maladie aussi dangereuse que la dengue. La population est-elle suffisamment informée sur la maladie? Réponse avec notre invité. Le rat, pas si dangereux, pas si détestable, pas si sale. Nous verrons pourquoi avec Stéphanie Marlier. Oui, alors beaucoup considèrent Aurélie et Cyril les rats comme des animaux sales et dangereux. Eh bien moi, je vous dis qu'au contraire, ils peuvent être aussi mignons, câlins et nous être bien plus utiles que l'on ne pense. Alors vous ne me croyez pas, restez avec nous, vous verrez que tout est possible. Merci Stéphanie et merci Cyril. Je vous propose tout de suite de passer à la chronique C'est comment ? Chaque année, 5 à 7 personnes décèdent de cette maladie. La leptospirose est une maladie grave, parfois mortelle. Cyril, vous êtes justement le docteur en charge des recherches effectuées sur la leptospirose et à l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette maladie? C'est quoi la leptospirose? Oui, la leptospirose est une maladie bactérienne qui est transmise effectivement au départ par l'urine des rats, mais pas seulement des rats. On considère que tous les mammifères peuvent excréter des leptospires dans leur urine. Et en général, on va s'infecter à travers l'environnement. C'est-à-dire que les animaux vont uriner dans l'environnement des leptospires, donc des bactéries pathogènes. Et au contact de cet environnement, on va attraper la maladie. Pourquoi c'est une maladie grave? C'est une maladie grave seulement chez une partie de la population. Et c'est souvent une maladie grave quand on consulte son médecin trop tard. Alors, le nombre de cas de leptospirose est en nette progression au pays. Nous pouvons voir sur la courbe de la DAS qui est affichée sur votre écran. L'an dernier, 92 cas ont été déclarés par la DAS de la Nouvelle-Calédonie. Le plus gros chiffre depuis 2012, vous pouvez le voir sur votre graphique. Alors, Cyril, comment attrape-t-on la leptospirose? Alors, la plupart des gens pour lesquels on a eu des informations l'ont attrapé effectivement pas directement auprès des animaux, mais dans l'environnement. C'est une bactérie qui survit très bien dans l'eau et dans le sol. Et donc, il y a énormément de contaminations qui sont liées à des baignades en eau douce, notamment au moment des fortes pluies. Je crois qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. 92 cas, est-ce que selon vous, c'est un chiffre qui est important pour notre si petit pays? C'est un chiffre qui est important. Hein. C'est en risque relatif par rapport à la France, c'est entre 50 et 100 fois plus qu'en France. Au niveau mondial, l'Océanie est la capitale mondiale de la leptospirose. Très largement en tête, bien avant le second qui est l'Asie, où il y a presque 2 à 3 fois moins de leptospirose qu'en Océanie. Donc on est en Océanie, dans la capitale mondiale de la leptospirose. 92 cas pour la population de Nouvelle-Calédonie, c'est assez énorme, effectivement. Et qu'est-ce qui explique ce chiffre si important?
Ça fait partie des choses sur lesquelles travaillent les chercheurs. C'est assez compliqué de savoir pourquoi on a une forte incidence comme ça. Il y a un aspect climatique, bien évidemment. Les leptospires sont des bactéries qui ne supportent pas bien le froid, donc un climat tropical est important. Les leptospires supportent très mal d'être desséchés, donc un climat humide est également favorable. Favorise la prolifération. Ceci dit, on a des climats tropicaux humides ailleurs qu'en Océanie, avec pourtant moins de leptospirose. Donc il y a certainement d'autres aspects qui peuvent être liés au mode de vie et ce genre de choses qu'on comprend pour l'instant assez mal. Alors, je propose qu'on revienne dessus dans quelques minutes. Je voulais insister sur les symptômes. Alors, quels sont justement les symptômes qui nous permettent d'identifier la maladie? Ça, c'est une question qui est extrêmement compliquée et c'est le gros problème probablement de la leptospirose, c'est que les symptômes initiaux de la leptospirose, ça ressemble, j'allais dire, à tout et à rien. Ça peut ressembler à un début de grippe, ça peut ressembler à un début de dengue, ça peut ressembler à un début d'hépatite, ça peut être juste des maux de tête avec une petite fièvre et des douleurs musculaires. Et à ce stade, les symptômes ne sont absolument pas spécifiques. La question, c'est que c'est quand même à ce stade-là qu'il faut aller voir un médecin, parce que c'est important d'être traité rapidement. Hein, je pense qu'on y reviendra, mais les symptômes, notamment en période d'épidémie de dengue, on peut se dire « ah bah ça y est, moi aussi j'ai la dengue », mais si on a eu des situations qui risquent d'avoir exposé à la leptospirose, il vaut mieux aller chez le médecin, se présenter chez le médecin qui va prescrire des analyses de sang, et on va pouvoir confirmer, parce que si c'est une leptospirose, on peut la soigner. On a justement trouvé un schéma qui nous explique le cycle de contamination. Quels sont justement les animaux principalement porteurs de cette bactérie ? Alors au niveau mondial, voilà, là, on peut voir sur c'est cette ce qu'on voit très très bien sur ce schéma. Au niveau mondial, il n'y a absolument aucun doute que le rat est l'animal champion du monde de la leptospirose. C'est assez intéressant sur cette image, oui, c'est d'ailleurs une image de la DAS. C'est les animaux qu'on a effectivement chez nous. Hein, donc le rat ou les animaux domestiques vont uriner dans l'environnement. J'ai envie de dire que la voie du haut, où on voit que l'urine passe par des eaux et des sols humides, est beaucoup plus importante que la voie du bas. C'est plus rare qu'on soit directement en contact des urines des animaux, sauf peut-être au retour de la chasse, ou si on travaille à l'abattoir, ou dans certaines situations particulières. Il y a certaines professions qui sont plus à risque. Certaines professions sont beaucoup plus exposées. Mais la voie principale, effectivement, c'est le rat et les autres mammifères qui vont excréter des leptospires dans l'environnement. Et à ce moment-là, au moment où on va aller dans cet environnement, on va aller se baigner, comme on peut avoir envie de se baigner dans l'eau douce quand il fait chaud, justement, et on risque d'être exposé à ces leptospires. En Océanie, et c'est également relativement vrai en Nouvelle-Calédonie, juste après le rat, sur le podium, on a fréquemment le cochon. Et les parcs à cochons, les élevages de cochons, contribuent probablement de façon relativement importante à la leptospirose en Océanie. C'est une maladie qui est provoquée par une bactérie, le leptospire, une maladie dont il existe plusieurs formes. On peut donc l'attraper plusieurs fois au cours d'une vie. Comment est-ce possible, justement, Cyril ? Alors effectivement, il y a plusieurs choses qui contribuent à ça. C'est un petit peu comme on dit pour la dengue, il y a 4 dengues différentes, donc on peut l'attraper 4 fois. Pour la leptospirose, au niveau mondial, il y a pratiquement 300 types différents de leptospires. Et ce qui se rajoute, ce qui complique encore un petit peu les choses dans la leptospirose, c'est que le fait d'avoir attrapé un leptospire une fois et d'avoir été malade, l'organisme ne garde pas la mémoire comme vaccinale de la leptospirose, de ce leptospire particulier. Et donc on peut même attraper ce même leptospire 1 an ou 2 ans après. Et d'avoir été infecté par une souche particulière ne protège pas contre les autres. Donc ça veut dire que même dans le pire des scénarios, on peut attraper plusieurs leptospiroses dans la même année ou dans la même saison chaude, par exemple. Ça peut arriver. Justement, Cyril et Stéphanie, pour identifier quelle bactérie est responsable d'un cas déclaré, des prélèvements sont effectués sur le terrain. Je vous propose de regarder ce reportage sorti des extraits des coulisses de la science. Mon métier, c'est chargé d'études consommation de l'eau. Donc en fait, je m'occupe normalement d'eau potable.
Mais je peux être amenée à être interpellée pour faire des investigations sur le terrain, comme par exemple dans des cas de leptospirose. On me demande d'aller sur le terrain et d'aller poser des questions aux personnes et d'aller faire des observations de terrain pour identifier les sources de pollution. Je fais aussi des prélèvements d'eau pour analyse en laboratoire, pour identifier si ou pas les échantillons sont contaminés. On peut être sollicité par un dispensaire qui identifie des cas de leptospirose. À ce moment-là, il contacte la DAS. Et la DAS, donc nous, en fait, on se déplace sur le terrain pour investiguer auprès des personnes, pour identifier les sources de pollution et pour si on le peut, d'éliminer le risque d'infection de leptospirose. La leptospirose, elle intervient souvent après une grosse saison pluvieuse et où il y a eu beaucoup de lessivage dans les rivières et où le lessivage a pu récolter des excréments animaux ou humains qui sont infectés par la leptospirose. Alors on peut prélever dans les rivières, on peut prélever dans les flaques d'eau, dans les trous d'eau. Sur des exploitations, il peut très bien y avoir des trous d'eau où les gens sont en contact avec cette eau. On peut prélever, il est possible de prélever de la terre aussi, voilà, de la terre qui peut être infectée. Après, au niveau de la leptospirose, c'est vraiment dans le milieu naturel. Dans le cas de la leptospirose, les analyses sont envoyées à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Et l'Institut Pasteur peut analyser l'eau ou alors la terre. Et voilà, à ce moment-là, on le met au frais. On le met dans une glacière au frais et je vais l'apporter au laboratoire d'analyse. Donc en fait, mon travail consiste en déterminer quelles sont les souches associées au patient. C'est-à-dire que quand on a un patient qui est atteint de leptospirose, chaque patient a une souche plus ou moins différente, une variété différente. Et en fait, ça consiste en déterminer quelle est la variété qui lui est associée et par quel animal il a été infecté, en fait, contaminé. On reçoit des prélèvements de patients venant de l'hôpital. Donc ces prélèvements sont analysés par le diagnostic, donc le laboratoire de biologie médicale. Et eux, ils déterminent s'il y a une présence de lepto ou pas chez le patient. Et nous, on récupère le prélèvement et on confirme en fait. On fait une confirmation après donc, le diagnostic. Et une fois qu'on a confirmé la présence de lepto, on va à ce moment-là faire un séquençage, c'est-à-dire déterminer quelle souche exactement a infecté le patient. Et à partir de ça, on sait quel est l'animal qui lui a transmis en fait. Cyril, on l'a entendu dans le reportage, les cas de leptospirose sont plus importants en période de pluie, donc après les saisons de forte pluie. Justement, est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, tous les voyants sont au rouge avec la météo de ce soir, enfin la météo d'aujourd'hui et les pluies qu'on a eues ces dernières semaines? Est-ce que les risques sont élevés en ce moment? Oui, à l'évidence. La leptospirose est très saisonnière en Nouvelle-Calédonie et le pic d'incidence de la leptospirose, c'est-à-dire la période de l'année au cours de laquelle il y a le plus de cas, c'est en général le mois entre février et avril. Donc là, on rentre dans vraiment la saison chaude de la leptospirose. Après, c'était assez bien expliqué par notre collègue de l'ADAS. Effectivement, c'est les fortes pluies qui vont lessiver les sols, lessiver les endroits où les rats ou les cochons ont uriné.
et c'est ça qui va ramener les leptospires à des endroits où on va pouvoir être en contact. Donc effectivement, en saison chaude, forte pluie, on est en ce moment dans la saison de la leptospirose, et il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette bactérie, ou est-ce que l'animal peut être contaminé justement? Alors si je pouvais entièrement l'expliquer, on aurait beaucoup avancé, mais le principe c'est que cette bactérie circule au sein des populations animales. On va prendre par exemple le leptospire qui existe chez les rats. On a quelques rats qui sont porteurs, qui vont eux-mêmes uriner dans l'environnement, et les autres rats qui vont évoluer dans le même environnement vont pouvoir également comme ça devenir porteurs de la leptospirose. Mais ne sont pas malades. Voilà. Alors l'autre modalité de transmission qui existe beaucoup chez les animaux, c'est par voie sexuelle. Donc un papa rat qui serait porteur de leptospirose, quand il va rencontrer une maman rat, il risque de lui transmettre ses leptospires. C'est le papa rat qui rencontre la maman rat. Là où c'est moins joli et là où c'est moins mignon, c'est qu'effectivement, ces rats, ils sont absolument pas malades. Et par contre, ils vont excréter des quantités très importantes. On a fait un travail là-dessus, nous, sur un autre modèle, sur la souris. C'est plusieurs millions de leptospires par millilitre d'urine. Donc ça fait plusieurs dizaines ou centaines de millions de leptospires par jour par animal infecté. Donc dans les endroits où il y a beaucoup de rats, ça fait des quantités énormes. On pourrait croire que justement parce qu'on est dans une rivière, par exemple, les bactéries se diluent et non en fait. Alors effectivement, c'est un petit peu une croyance qu'on attrape la leptospirose dans les eaux stagnantes. Mais la plupart des gens qui attrapent la leptospirose en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de baignades, c'est presque toujours dans des eaux vives, donc dans des eaux courantes. Et ce phénomène de dilution que vous mentionnez, il existe effectivement, mais il existe après le passage de la forte pluie. C'est-à-dire que si on va se baigner le lendemain, le risque il peut être devenu extrêmement faible, mais au moment de la forte pluie, au moment où l'eau va devenir un peu plus rapide, et donc remuer le fond de la rivière ou les berges de la rivière et remettre en suspension la terre et les leptospires, à ce moment-là, le risque il est maximal. La dilution va intervenir après. Justement, Stéphanie avait une question hors antenne tout à l'heure par rapport à son cochon d'Inde. Oui, alors je voulais savoir, parce que comme c'est les rongeurs, le rat c'est un rongeur, donc c'est que le rat qui est porteur en fait de cette maladie, c'est pas possible que ça soit un cochon d'Inde. Alors, en théorie, tous les rongeurs, mais en pratique, il y a certains rongeurs qui vivent originellement dans des endroits plutôt secs. Ils n'ont pas développé cette résistance à la leptospirose et ils restent sensibles. Au laboratoire, les animaux qui sont utilisés comme animaux de test pour la leptospirose et qui donc sont sensibles et font des maladies très proches de la maladie humaine, c'est le cochon d'Inde et le hamster. Par contre, les rats, les 3 espèces de rats qu'on a en Nouvelle-Calédonie et d'autres qui existent dans d'autres pays du monde, et la souris, peuvent tous être porteurs chroniques pendant quasiment toute leur vie de leptospire. Donc, si au pays, les rats sont responsables de la propagation de la leptospirose et sont donc des cibles à abattre, ailleurs dans le monde, ils sont vénérés et je perds mon oreillette, ne vous inquiétez pas, la petite voix va revenir. Alors Stéphanie a une vidéo pour nous, elle va nous en dire plus tout de suite. Stéphanie? Oui, en effet Aurélie, donc direction le Rajasthan, un état qui se situe au nord de l'Inde, où se trouve un temple unique au monde, le temple Karni Mata. Donc comme vous allez le voir, ce temple abrite des milliers de rats, donc qui sont vénérés en fait par des millions de visiteurs. Donc la vidéo devrait plus tarder arriver là. Donc ces rongeurs sont pour les Indiens donc la réincarnation de leurs défunts, donc ils sont donc sacrés. Quand les gens ils y vont pour prier, donc ils n'oublient pas de les nourrir. Donc il y a toujours aussi à l'intérieur, vous le verrez un peu après, donc des grands bols de lait. C'est pour faire en sorte que les rats ils sortent justement. Et partager la nourriture avec eux est considéré comme un honneur d'ailleurs. Vous allez voir, c'est assez déroutant, je trouve. Effectivement. Donc le nombre de rats continue d'augmenter, mais les Indiens, ils ne sont pas craints de quand même la propagation des maladies. C'est assez quand même déroutant parce que, enfin, je veux dire qu'en Inde, il y a quand même, chaque année, on déclare quand même des cas de leptospirose, et là, là, ils cohabitent parce que pour eux, c'est des animaux sacrés, donc il ne faut rien faire. Donc il faut savoir que la chose quand même la plus étonnante, c'est que même s'il y a plus de 20 000 rats dans ce temple, il n'y a aucun visiteur qui a contracté, qui est tombé malade.
Donc c'est assez étonnant, alors qu'ils mangent quand même les offrandes, enfin ils partagent les offrandes avec les rats. Donc est-ce que vous pouvez, justement, comment ça s'explique ça? Réaction, Cyril? Est-ce que le rat finalement... Je vais dire, on a de la chance en Nouvelle-Calédonie de ne pas être dans un pays bouddhiste et on a le droit de tuer les rats. Moi, je n'ai pas l'intention de partager ma gamelle avec quelqu'un, pourquoi pas, mais pas avec un rat et pas avec 2000 rats ou je sais 20 pas, 000 rats. 20 000 rats. Non, au niveau maladie, et ça dépasse même la leptospirose, c'est pas une bonne idée. C'est lié effectivement à des pratiques religieuses, hein, et là-dessus, j'ai pas de commentaire à faire. Moi, je travaille depuis quelques mois sur un projet sur la leptospirose avec le Vietnam, et le Cambodge et la Birmanie, qui sont des pays bouddhistes, et effectivement, on ne doit pas tuer d'animaux. Et donc, quand on a trop de rats, on va les amener à la pagode ou au temple. Si on a un serpent dans son plafond, bon, ça fait des arches de Noé étranges, mais là, on atteint quand même quelque chose de formidable. Pourquoi il n'y a pas de visiteurs de ce temple qui ont attrapé la leptospirose? Peut-être qu'il y en a qui l'ont attrapé puis qui ne l'ont pas déclaré, qui n'a pas été diagnostiqué. La leptospirose se transmet très peu, voire pas du tout, par la salive du rat. Oui, voilà, il aurait justement, fallu quels sont les modes de transmission de la maladie? Il aurait fallu que le rat urine dans les aliments qu'il va partager avec les visiteurs, ce qui est globalement pas une bonne idée. Le rat non plus ne fait pas pipi sur ce qu'il va manger. Donc apparemment, voilà, ces gens vivent en bonne harmonie avec leurs rats. Je peux juste dire que ça fait pas envie. Alors Cyril, nous avons appris comment la maladie se contracte. Nous avons également vu qu'il existe plusieurs variétés de leptospire. Et lorsqu'il y a de l'eau, les bobos et des urines contaminées, on est assuré d'être malade. Si elle est plus souvent bénigne, la leptospirose, elle peut aussi se manifester sous une forme plus grave, voire mortelle. Donc 5 à 20%, dans 5 à 20% des cas, chaque année, entre 5 à 7 personnes décèdent de cette maladie en Nouvelle-Calédonie. À quel moment faut-il consulter un médecin, Cyril? Alors, je pense que chaque année, il y a des personnes qui décèdent de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie. 5 à 7, je pense que ce n'est pas une valeur moyenne, c'est quand même les années où il y a beaucoup de leptospirose. On décède quand on a une forme qui s'aggrave, et en général, elle ne s'aggrave pas dans les 3 premiers jours. Mais quels sont les... Donc ça veut dire qu'il faut voir le médecin avant 2 jours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de la fièvre, on s'est baigné à la rivière, c'est maximum 2 jours en théorie. Si on s'est baigné dans la rivière avec des plaies au moment d'une forte pluie, on ne devrait même pas attendre 2 jours. Ça ressemble à ce que ça ne pourrait pas être la dengue et ça pourrait être la leptospirose. Et là, il faut y aller rapidement. Dans ces cas-là, on va donner au patient un antibiotique. Et en général, dans ces cas-là, le patient va faire une forme pas très sévère et pourra probablement même rentrer chez lui avec son traitement antibiotique. Par contre, s'il attend plus, on a une partie importante des patients qui sont hospitalisés, qui passent dans des services de soins intensifs, de réanimation, et il y a effectivement une partie des patients qui décèdent. Ce chiffre de 5 à 20% de fatalité dans la leptospirose, là, il faut aussi rendre hommage aux médecins calédoniens. On a des très bons médecins et un bon système de santé. La Nouvelle-Calédonie se situe dans le bas de cette échelle, plutôt autour de 5% ou un peu moins de 5%. Il n'y a pas mesure à s'inquiéter? Il y a mesure à s'inquiéter, mais il faut se dire que, nous sommes les mieux quitte à lotis, attraper la leptospirose, autant l'attraper ici parce qu'on sera bien soigné. D'accord. Et justement, Stéphanie avait une question pour vous par rapport au traitement de la maladie. Vous l'avez dit, il faut aller consulter 2 jours après les premiers symptômes. Maximum 2 jours après les premiers symptômes. Le traitement est simple, c'est un antibiotique qui est administré aux malades. Et Stéphanie avait une autre question par rapport à ça? Oui, c'était juste pour savoir, au même titre qu'il y a un vaccin pour la grippe et pour toute autre maladie, est-ce qu'il y a un vaccin justement contre la leptospirose? Il existe un vaccin contre la leptospirose qui protège contre la souche qui est portée par le rat. Donc on voit que le rat est le réservoir principal. Donc on peut se vacciner contre la leptospirose transmise par le rat. La difficulté, c'est que ça ne va pas nous protéger contre la leptospirose transmise par les souris, ou par les cochons, ou par les cerfs, ou par le bétail. L'autre difficulté, c'est que ce vaccin, c'est un petit peu comme quand on fait la maladie naturellement, la mémoire immunitaire, donc la protection est de courte durée, et donc il faudrait faire un rappel de vaccin tous les 2 ans. Donc
En pratique, le vaccin il est souvent réservé à des gens qui sont exposés dans un contexte professionnel, les gens qui vont travailler dans la voirie ou dans des situations de forte exposition. Voilà. Professionnelle, et à ce moment-là, c'est la médecine du travail qui prend en charge la vaccination et qui va s'assurer que le rappel est bien fait tous les 2 ans. Et justement, pour revenir à ce que vous venez de dire, quelles sont les variétés qui sont la plus répandues en Nouvelle-Calédonie? En Nouvelle-Calédonie aussi, le rat est sur la première marche du podium. Hein, donc c'est cette souche qui est responsable de à peu près 60% des cas à peu près. Donc quand on attrape la leptospirose, on a plus d'une chance sur 2 que l'animal coupable derrière notre maladie, ce soit un rat. Et ensuite, très rapidement derrière, viennent les cochons. Alors justement, Stéphanie, tu as trouvé une information intéressante en parlant de médicaments. On t'écoute. Donc en fait, je vais vous parler du rat taupe qui est originaire de l'Est de l'Afrique. Donc c'est vraiment un rat pas comme les autres, qui vit dans des petits tunnels exigus en colonie comme vous allez le voir. Donc il ressemble en fait à une créature sortie des films d'horreur, il a de longues dents et une peau fripée. Mais il faut savoir que ce dernier a quand même, on peut dire, de super pouvoirs que les humains pourraient envier. Il fascine les scientifiques, notamment à cause de sa longévité. Donc ce dernier peut vivre en moyenne jusqu'à une 30aine d'années, ce qui est des fois plus longtemps que ses cousins rats et souris. À l'échelle humaine, c'est comme si on vivrait jusqu'à 600 ans. Donc pour le docteur Frédéric Salman et son équipe, qui ont d'ailleurs séquencé son ADN, pour eux, en fait, cette durée de vie exceptionnelle serait due à son immunité contre certaines maladies, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc, il a bien sûr d'autres particularités. Son cerveau ne vieillit pas, enfin, ses artères et son cerveau ne vieillissent pas. Il reste néanmoins beaucoup de choses à découvrir sur ce petit mammifère qui a quand même un code génétique qui est similaire à 93% à l'homme. Donc, il pourrait, selon le docteur Frédéric Salman, c'est un rongeur qui pourrait complètement inverser notre rapport au vieillissement et à la maladie et qui pourrait peut-être être source de vie éternelle. À voir. À demain, alors, la vie éternelle. Peut-être un remède pour rester plus jeune, non, oui, pour rester en vie plus longtemps. Plus longtemps, et puis il ne vieillit pas en fait. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, vous qui êtes spécialiste, pas des rats, mais... De la vie éternelle. Non, je trouve que ça illustre surtout un petit peu les choses inattendues qu'on peut découvrir avec la recherche. En fait, on va dire, mais c'est qui ces chercheurs farfelus qui vont aller chercher des rats chauves dans des terriers en Afrique? Et finalement, on s'intéresse à ces animaux qui sont assez laids, sur un plan purement humain. On n'a pas envie de l'avoir comme animal de compagnie. Et il y a quelque chose dans leur génétique qui est fascinante. Et on ne peut absolument pas l'anticiper. Donc quand on fait de la recherche, on travaille sur des choses où, au départ, on ne sait pas. Et puis, de temps en temps, on tombe sur des choses... quasi miraculeuse. Et en parlant de recherche, qu'est-ce qui est fait auprès de la population pour les sensibiliser à la leptospirose et aux risques qu'elle peut engendrer? Alors, il y a des campagnes qui sont faites. Il y a un prospectus qu'on a eu l'occasion qu'on a vu en partie tout à l'heure. On le mettra derrière. Et je pense qu'il y a un besoin. C'est probablement affiché également dans les dispensaires. Il y a des posters. Je pense que c'est important, peut-être que l'émission de ce soir y participe, j'espère. On est là pour ça, en tout cas, on est là pour sensibiliser nos populations à cette maladie. C'est la saison, je pense que comme les vaccins, il faut faire des rappels à chaque saison chaude. Attention au risque de leptospirose. Si vous avez des plaies, ne vous baignez pas dans les rivières au moment des fortes pluies et ce genre de choses. C'est des rappels. Au début, ça peut ressembler à de la dengue, mais ça se soigne très bien. Et si on attend trop, ça se soigne très mal. Comme beaucoup de choses pour sensibiliser la population, c'est un petit peu des rappels continus. Et je pense qu'il y a effectivement affaire à ce sujet-là pour que la prévention vienne des gens qui sont exposés eux-mêmes, quoi. Vous pouvez retrouver ce dépliant sur le site internet de l'ADAS. Cyril, pourquoi est-ce qu'on met autant d'informations autour de la dengue et si peu finalement autour de la leptospirose? J'ai
j'ai pas de réponse toute faite là-dessus. La leptospirose, effectivement, a un petit peu une étiquette de maladie négligée, c'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas assez d'intérêt qui est porté à la leptospirose, mais après, moi, je suis partial, c'est ma passion depuis 10 ans, la leptospirose. Donc, et pourquoi ça vous intéresse, justement? Pourquoi vous êtes aussi intéressé par ce sujet? C'est une maladie fascinante parce que c'est une maladie humaine et animale, mais c'est avant tout une maladie de l'environnement. Et donc, on attrape la leptospirose parce qu'on vit dans un environnement dans lequel circule de la leptospirose. Donc, pour un microbiologiste, ce que je suis de formation, il y a ces mécanismes. Comment cette bactérie, qui est très fragile au laboratoire, va survivre dans des sols qui vont monter à des températures très élevées au moment du soleil, qui vont être lessivées, les bactéries elles vont être roulées au moment des fortes pluies. Et en fait, quelques dizaines ou quelques centaines de bactéries vont suffire à infecter quelqu'un et parfois à tuer quelqu'un. Donc il y a un côté extrêmement fascinant dans l'étude de cette maladie. C'est probablement ça qui attire le chercheur. Et où en sont les recherches des scientifiques sur ces variétés de bactéries? Alors, à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, on commence justement à travailler sur essayer de comprendre comment les leptospires survivent dans l'environnement. Donc, c'est ce que je disais, dans nos tubes à essai, c'est des bactéries fragiles, un petit peu capricieuses. Et dans l'environnement, on savait depuis longtemps, et on l'a vérifié également en Nouvelle-Calédonie, ils survivent, c'est des bactéries de l'extérieur. Ce qu'on a découvert un petit peu l'an dernier, c'est que ce n'est pas des bactéries de l'eau, c'est des bactéries de la terre. Et en fait, ça explique très bien la façon dont se déclenchent un petit peu les épidémies. C'est vraiment au moment des fortes pluies que cette terre, la surface de la terre va être lessivée. Il y a des particules de terre qui vont être remises en suspension avec des leptospires. Et c'est à ce moment-là que les rivières dans lesquelles on se baigne vont devenir un petit peu sales parce qu'elles entraînent de la terre, mais avec elles entraînent des leptospires. Donc ça, c'est un signal très très clair pour la prévention. C'est si je suis en train de me baigner dans la rivière et que l'eau change de couleur, c'est le moment de sortir et d'aller se rincer avec de l'eau propre. Et de consulter rapidement le médecin si on a des premiers symptômes. Voilà. Bien, ensuite, merci. Absolument, si on a de la fièvre, de ne pas tarder à aller voir un médecin. Après ces précieux conseils de notre spécialiste Cyril de l'Institut Pasteur, Stéphanie, tu as une dernière petite vidéo pour nous? Oui, alors le rat est victime, malgré lui, d'une très mauvaise réputation. Néanmoins, vous verrez que certains prennent vraiment soin d'eux. Regardez. C'est un rat domestique. C'est un rat domestique, c'est ça. Qui, rappelons-le, sont aussi porteurs... Tout à fait. La littérature médicale rapporte un certain nombre de gens qui ont attrapé une belle leptospirose, y compris des décès, avoir un rat domestique qui est, comme je le rappelle, en parfaite santé. Le rat n'est pas malade. Et pourtant, il est si mignon, il se baigne. Oui. Merci Stéphanie. Je t'en prie. Le mythe de Ratatouille, c'est pas pour aujourd'hui. Alors, avant de quitter notre émission de ce soir, je tenais à remercier notre invité Cyril, qui nous a fait le plaisir de se déplacer de Nouméa et qui nous a fait l'honneur d'être avec nous en plateau pour répondre à nos questions. Merci. Merci Cyril d'être venu. Je voudrais remercier aussi Stéphanie Marley pour ses petites perles. Stéphanie, merci. Merci Aurélie. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Bonne soirée sur Calédonia.